Donc, suite à un commentaire à propos de quelqu'un qui est a un double passeport français et américain, qui a laissé un commentaire vraiment extrêmement intéressant, ça m'a permis de réfléchir à un certain nombre de choses. Alors, déjà, premier point que j'aimerais souligner, c'est ça. C'est-à-dire, il faut faire attention que dans les médias, on laisse croire que ce n'est pas possible. Mais le problème, c'est que est-ce que penser que ce n'est pas possible ou se rassurer quelque part, c'est une bonne solution? Parce que peut-être qu'à un moment donné, justement, le fait de croire que c'est pas possible, ça peut en faciliter l'adoption sans que personne ne soit vraiment préparé à ça. Hein. Ça peut très bien arriver en catimini pendant les vacances ou pendant un autre événement ou je sais pas quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est il faut pas croire que les choses ne sont pas possibles. Tout est toujours possible. Pourquoi? Eh bien, premièrement, on parle de la renégociation des accords. Hein. C'est ce qui est mis en avant pour dire que c'est pas possible de renégocier les accords, ça demanderait trop de temps, etc. Mais moi, ce que j'ai compris en fait du paiement de l'impôt pour les gens qui sont expatriés américains, donc et c'est bien ça dont il est question, hein. Il a été dit textuellement comme aux USA, comme pour les Américains, eh ben, c'est de payer la différence. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, vous avez deux déclarations. Vous avez une déclaration pour le pays local et une autre déclaration pour la France. Et puis, à ce moment-là, vous payez au pays local et la différence, vous la payez à la France. Et je pense que c'est un peu ce qui est dans l'idée. Donc, à ce moment-là, je ne vois pas en quoi ça nécessiterait une renégociation des accords de non-double imposition. Pourquoi? Parce que les accords de non-double imposition, ils ont un sens, si vous voulez, à partir du moment où il y a un pays qui se prive finalement du résultat des impôts par rapport à l'autre. À ce moment-là, il faut un accord, une négociation, une entente, évidemment. Mais si c'est le paiement d'une différence, là, il n'y a pas besoin de renégocier 150 000 accords. Il suffit juste de mettre ça en place et c'est fait. Donc, si je me trompe, dites-moi le moi dans les commentaires. N'hésitez pas. Dites, tu te trompes. Mais, et à ce moment-là, j'accepte. Je veux dire, si c'est prouvé, etc. Mais, enfin, voilà à quoi je pense. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde aussi le système américain, eux, ils sont habitués à utiliser des avocats fiscalistes, des avocats d'affaires. Tout est judiciarisé aux États-Unis. Nous, on a un peu moins l'habitude. Et donc, il y a une complexité. Franchement, ils ont un système assez complexe. Donc, ça nécessite un avocat fiscaliste ou un avocat d'affaires au minimum qui connaissent un peu ce genre de choses-là, de manière à traiter les dossiers. Et vous allez voir qu'en pratique, la plupart des Français vont être obligés de se payer les frais d'un avocat fiscaliste ou d'un juriste fiscaliste ou de quelqu'un qui connaît ses affaires de manière à pouvoir ne pas commettre d'erreurs parce que les erreurs peuvent être assez nombreuses. Alors il peut y avoir des déductions, comme le disait la personne dans le commentaire, la France ne paye pas les frais d'éducation. Je veux dire, encore une fois, les Français en expatriation, s'ils veulent se payer l'école française, c'est 10 000, 20 000, 30 000, peut-être même plus euros par an, par enfant. Donc, pour les non-expatriés qui éventuellement tomberaient sur cette vidéo, je pense que si on veut vraiment avoir quelque chose d'égal pour tout le monde, comme liberté, fraternité, égalité, ça veut dire que à partir de ce moment-là, il faut que les Français en métropole, pour leurs enfants, ils payent aussi 10 000, 20 000, 30 000 euros par an, par enfant, pendant toute leur scolarité, de la petite école à la grande école. Hein, c'est quand même, enfin, égalité, mais il faut que ça soit égalité dans tous les sens. De plus,
quand on parle aussi de déduction, on parle aussi de la sécurité sociale. Les expatriés n'ont pas de sécurité sociale, ils sont obligés de se la payer. Donc ça veut dire que les Français en France, en plus des charges sociales, eh ben, ils doivent se payer, ils doivent payer la même chose que les expatriés. Donc tout ça, c'est vrai que quand même, il y a quand même des charges sociales sur les salaires. Mais les salaires, non, d'ailleurs je dis des bêtises en fait, les salaires, pourquoi? Parce que l'expatrié, il doit payer les charges sociales sur son salaire dans le pays dans lequel il travaille. Donc là, pour le coup, ça se rajouterait en plus. Donc effectivement, il faut que les Français de métropole, à ce moment-là, eh ben, nécessité d'égalité, payent aussi la même chose. Enfin, je veux dire, voilà, sinon c'est pas égal, hein. Donc il y aurait des déductions éventuellement. Si on veut pas faire payer les Français de métropole, ça veut dire qu'il devrait y avoir des déductions de ces frais-là au minimum sur les impôts. Mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut un contrôle de vérification. Enfin, je veux dire, vous savez bien comment ça se passe. Donc il faut qu'il y ait des vérifications, hein, qui soient mises en place. Seulement, en France, le système français, la charge de la preuve, c'est à celui qui déclare et qui paye les impôts. Hein, c'est ça, la charge de la preuve. S'il y a un problème, c'est vous qui devez prouver que vous êtes innocent. Je ne sais pas si ça existe ailleurs dans le monde, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France. Donc, vous imaginez si vous êtes scolarisé votre enfant dans une école au fin fond de je ne sais pas quel pays, et, ou alors des frais de santé, des choses comme ça, et vous devez fournir des factures, vous devez les faire traduire, hein, il faut faire traduire les factures. Donc, il va falloir que vous payiez un avocat fiscaliste. Il va falloir que vous payiez la traduction des factures et des éléments de preuve. Pour ça, il faut regarder, hein, ce qui se passe pour les Américains qui sont expatriés. C'est vraiment la croix et la bannière pour eux, en fait. Mais la différence, c'est que leur système, en fait, est mis en place depuis beaucoup plus longtemps. Et si vous voulez, ça a commencé depuis beaucoup plus longtemps. Et donc voilà, ils ont eu le temps de s'habituer, de rôder les choses, etc. Alors qu'en France, bah, eux, ils veulent dépenser 150 milliards d'euros supplémentaires, voilà, rapidement, donc il faut l'argent rapidement. Alors, là encore, je veux dire, la plupart des pays ont une fiscalité plus douce que la France. La plupart. Hein. Donc ça veut dire que tous les expatriés seront soumis à ce régime et devront payer nécessairement. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous dites, eh bien, vous payez la différence, hein, ça veut dire que, comme la plupart des pays ont une fiscalité plus douce, quel que soit le pays où vous êtes, eh bien, vous êtes soumis à ce régime. Vous devez faire une double déclaration, un double preuve, tout ce truc-là. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous paierez la différence. Vous paierez la différence. Donc, je pense que ceux qui ont pensé à ces idées s'imaginent que tous les expatriés roulent sur l'or. Peut-être, à mon avis, ils risquent d'avoir des surprises. Peut-être qu'il n'y aura pas autant d'argent à prendre qu'ils le pensent, en fait. Hein, parce que même si, enfin, je veux dire, si les pays ont une fiscalité plus douce, les gens gagnent pas non plus des milliards d'euros, quoi. Donc ça veut dire, voilà, je veux dire, faut pas se faire d'illusions. Il y a 2 millions à peu près, 500 000 expatriés français. Et ben, tout le monde sera soumis à ce régime et tout le monde payera. Donc c'est pour ça que plus
comment dire, plus je prends connaissance de vos commentaires, plus je réfléchis en fait à cette problématique, plus je m'aperçois que ça risque de... Bah, on risque d'avoir ce genre de choses-là. Si je me trompe, n'hésitez pas, je prétends pas avoir la science infuse, hein, je veux dire, ce que je dis là, c'est soumis à vérification, c'est juste pour divertissement, on va dire, il y a pas de... Enfin, n'en tenez pas compte, éventuellement, consultez un avocat fiscaliste pour le coup, comprenez un peu ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment un paiement de la différence qui serait mis en place? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe aux États-Unis? Donc voilà un peu le genre de questions qu'il faut vous poser de manière à pas être surpris si un jour ça doit venir. Mais encore une fois, hein, je pense que au vu du parcours politique de cette idée, initiée d'abord par DSK PS, puis reprise par Sarkozy LR, puis maintenant par le PS, LFI, les Verts, etc. C'est une idée, et puis vu le comportement aussi, surtout, hein, parce que c'est quand même eux qui étaient au pouvoir. Bon, c'est outre les 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires entre 2017 et 2024 à peu près, bah, on a aussi des gens qui ont nettement alourdi les frais pour les expatriés. Je veux dire, la CSG, à l'époque, les macronistes, le gouvernement s'est battu bec et ongle pour absolument maintenir la CSG et tout ce genre de choses-là, malgré hein, les recommandations d'organismes internationaux. Donc ça, je ne me rappelle plus exactement les noms, tout ça, mais c'est pour ça, je veux dire, alors on me dit oui, il faut protester, etc. Mais je veux dire, ok, mais ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Je veux dire, tout le monde n'est pas fonctionnaire et tout le monde n'est pas payé, pas en fonction de résultats. À un moment donné, si vous n'avez pas vous de résultats dans le privé, ben vous mangez pas. Voilà, un fonctionnaire, il y a les impôts. Donc c'est pas du tout le même, c'est pas du tout pareil. Et donc c'est vraiment délicat de penser que les choses ne seront pas possibles. J'ai vu un article dans le Canard enchaîné, j'ai vu une copie de ça dans le Canard enchaîné, effectivement. Mais c'était la citation je sais pas, du rapporteur de la commission du Parlement des finances. Et je vous dis encore une fois, ça c'est valable à partir du moment où vous voulez renégocier des traités, à partir du moment où vous voulez enlever quelque part de l'argent et négocier ça pour enlever de l'argent au pays d'expatriation. Mais si vous enlevez pas d'argent, à ce moment-là, pour moi, hein, encore une fois, dites-moi si je me trompe, il n'y a pas de renégociation d'accord. Donc à ce moment-là, ça peut être mis en place extrêmement rapidement. Sinon pour 2024, peut-être même pour 2025 ou 2026, ça serait pas très très étonnant en tout cas. Euh, mais à mon avis, voilà, donc c'est vraiment le genre de choses, il faut réfléchir à ça maintenant. Voilà, je vous remercie, bonne journée.